je suis vraiment honoré de pouvoir apporter ma petite contribution à la modération de ce panel et dans le cadre de cette table ronde. Je voudrais maintenant vous présenter les autres panélistes qui sont avec moi sur ce podium. Je voudrais d'abord vous introduire l'imam Mohamed Mustafa Ahmed, qui n'est normalement plus à présenter parce que ça fait plus de 20 ans qu'il travaille dans le domaine. Il est le président du collectif des associations musulmanes de Tawa depuis 1993 et donc soit la plus haute figure islamique d'une région de plus de 3 millions d'habitants sur les 20 millions que compte le Niger. Donc, vous aurez l'occasion de l'entendre sur la question de l'implication et le rôle clé joué par nos leaders religieux dans le domaine qui est de la santé, la révolution, le domaine en rapport avec les droits et la santé sexuelle et de la reproduction, la promotion de la femme et tout ça. Ensuite, je voudrais présenter Madame Balkissa Djibril Abachi, à ma droite. Elle est depuis 2013 responsable de la composante administrative de l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire du Niger. Et depuis son bureau de Niamey, elle supervise les activités de 10 autres bureaux locaux d'assistance juridique situés dans chacune des régions du Niger, au sein des tribunaux de grande instance. Elle est titulaire d'un master de droit international et européen des droits de l'homme, obtenu en 2010 à Nantes. Balkissa partage son temps entre son poste de l'ANAJ, c'est ça? ANAJJ, oui, et celui du secrétariat général de la coordination des ONG et associations féminines du Niger et son poste de secrétaire général adjoint de l'association des femmes juristes du Niger. Donc, elle a énormément d'expérience dans ce domaine, surtout sur le volet judiciaire. Vous aurez aussi l'occasion de pouvoir l'écouter et de lui poser les questions sur justement les questions en rapport à les aspects juridiques de la question. La troisième personnalité que je vais présenter, c'est une jeune. Elle est Kadiatou Konaté. Elle est jeune activiste, défenseur des droits des filles, cofondatrice du club des jeunes filles leaders de Guinée, avec plus de 500 membres à travers le pays, et qui a pour vocation de lutter contre les violences faites aux filles. Et depuis plus de 6 ans, elle milite à travers son organisation pour l'éradication des mariages d'enfants, le viol, l'excision, les agressions physiques, les discriminations à travers les dénonciations, les causeries éducatives, les sensibilisations de masse, les campagnes digitales, ainsi que les discussions communautaires pour impacter plus la communauté à la base, aux côtés de l'État, des institutions et d'autres militants et militantes, tant au niveau national que sur Internet. Elle est récipiendaire du prix All Africa du leadership féminin en Afrique, du prix de la meilleure ado 2020 par le journal français L'Actu et prix de la meilleure activiste féminine de l'année 2019 en Guinée. Donc, Kadiatou, félicitations et bienvenue sur le podium. Bienvenue à tous les membres de ce podium. Et sans plus tarder, nous allons aborder les questions que nous avons pu programmer pour ce panel. La question de l'égalité femmes-hommes, elle est assez complexe, mais aussi, grâce à vos contributions diverses, nous allons pouvoir échanger sur certains aspects, en l'occurrence ce qui concerne les violences basées sur le genre, la question des normes sociales, mais aussi les aspects juridiques. Et je voudrais d'entrée de jeu m'adresser à l'imam. Vous êtes leader religieux et nous savons qu'en tant que leader religieux, vous avez une certaine emprise sur les systèmes de valeurs de nos communautés, de nos sociétés, mais aussi les normes sociales. Alors,
Quelle est votre compréhension d'une société égalitaire, c'est-à-dire la question de l'égalité femmes-hommes? Quelles sont les actions que vous avez pu mener dans ce sens pour pouvoir quand même discuter avec les participants ici là? Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut encourager et aider à améliorer la condition de la femme dans nos communautés? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, je remercie les gens qui ont organisé ce forum et qu'ils ont pensé à nous pour nous inviter à venir. Et je vous avoue que notre panel reflète la réalité du thème qu'on nous a donné. Ça reflète. Il y a 2 garçons, 2 femmes. Il y a cette égalité qu'on cherche. Alors elle est là. Oui, ça commence déjà. Donc, vous savez, l'islam brise toutes les barrières susceptibles de créer la discrimination entre les humains. Ça, c'est très important de le mettre en tête. Et on peut l'affirmer, sans peur de se tromper, que la femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine. Et c'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Quand on regarde, il y a verset 42, il y a sourate 112 qui le dit, voilà, qad karramna bani Adam. C'est ce que Dieu nous a dit. Il nous a dit que certes, il a honoré l'être humain, le fils d'Adam. Donc, quand on dit fils d'Adam, ça veut dire qu'il y a femme, il y a homme aussi. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'il y a eu un amalgame. Tout de suite, mademoiselle disait qu'il y a un conflit ou un problème entre les droits des femmes et la religion, alors qu'il n'en est rien. C'est l'islam même qui a donné à la femme ses droits et ses devoirs. C'est très clair, mais malheureusement, il y a une mauvaise compréhension même des préceptes de l'islam. Il y a une mauvaise interprétation de l'islam qui fait que les gens font de l'amalgame. Si je regarde quelque part aussi, il y a des hadiths que les gens ont inventés. Parce qu'il faut identifier, il faut savoir des hadiths authentiques et des hadiths que les gens ont écrits avec leurs propres mains. C'est ce qui cause des dégâts aujourd'hui. Je donne par exemple 2 exemples. Il y a un hadith qui est là, on travaille avec lui. Quand on prend dans le milieu religieux, plus de 80% utilisent et brandissent ces hadiths comme une référence. Le hadith dit quoi? Si tu as une femme et que tu es pauvre, tu n'as pas de quoi à la nourrir convenablement, il faut chercher une solution. La solution, augmenter une deuxième. Si tu as ces 2-là, et que ça ne va pas du tout parce que ça ne va jamais aller, il faut prendre une 3e. C'est pourquoi dans notre milieu, il y a beaucoup de mariages crédits. Parce que le monsieur n'a pas de moyens pour prendre une femme en mariage, mais comme il y a l'autre opportunité, allez, crédit, prends, après je vais te rembourser, parce que c'est toi qui dois me rapporter l'argent. Si ça ne va pas du tout, tu as 3, il faut compléter. Il faut amener 4 femmes. Si ça ne va pas du tout, maintenant, non, c'est de ta faute. Maintenant, on dit c'est de ta faute. Et on te laisse comme ça. Ça, on dit que c'est le prophète qui a dit ça. Et ces hadiths-là, il est là, les gens le brandissent. Mais malheureusement, quand on regarde
Si on a dit, le prophète a dit telle chose et qu'on compare à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, si c'est contradictoire, ça veut dire que l'autre là, ça ne provient pas du prophète, parce que lui, il ne dit que ce que Dieu l'a dit de dire. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le Saint-Coran? Ceux qui n'ont pas les moyens de prendre une femme en charge, ils n'ont qu'à s'abstenir jusqu'à ce que Dieu leur donne le nécessaire. Même la polygamie là, c'est régi comme ça. Malheureusement, on est là en train d'utiliser l'islam pour faire mal aux gens. C'est ça. Mettre 2 femmes dans une seule chambre, mais ça c'est un crime en islam. C'est un crime et c'est ce qui est là en train de se passer. Peut-être prendre 2, 3, 4 femmes dans des maisons de location, ça aussi c'est un crime. Parce que tes enfants n'auront jamais leur propre maison. Ils seront chassés de tel quartier à tel quartier et de tel quartier. Et tu vas bourrer le pays avec des virus. C'est ça l'image aujourd'hui qu'on est là en train de vivre. Malheureusement, il faut faire des efforts. Donc, la femme est l'égale de l'homme parce que la femme, elle a des droits, elle a des responsabilités. La femme et l'homme ont des responsabilités comparables. Comparables. Nous, on prêche, les femmes aussi prêchent. On prie, les femmes aussi prient. Et on aura ensemble les mêmes récompenses. Les mêmes. On ne peut pas me récompenser par exemple avec 1000 points parce que j'ai bien prié et que la femme aura par exemple 10. Non, non, elle aussi, elle aura ses 1000. Tout le problème sort de ça. Quand on prend aussi le mariage précoce, toujours la référence c'est quoi? C'est le prophète. Ça, on met ça de côté. Mais on regarde maintenant, ce n'est pas ce qu'Allah a fait à son prophète, mais le prophète, il a eu à donner ses filles en mariage. Aucune fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a été mariée à l'âge de 13 ans. Et d'ailleurs, il y a Fatima, Nana Fatimatu, le premier prétendant qui a demandé sa main, c'est le calife Omar, l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce temps-là, elle avait 13 ans et 6 mois. Il est venu demander sa main. Le prophète l'a répondu par cette phrase. Innaha saghira, elle est encore petite, elle n'a pas l'âge de se marier. C'est le prophète qui le dit. Après 5 ans passés, il y a le calife Ali bin Abi Talib qui est venu demander la main de Fatima. Après 5 ans d'intervalle. Comme elle est mieux, le prophète a dit, lui, il ne voit pas d'inconvénient parce que maintenant, elle a jusqu'à 17 ans et 4 ou 5 mois. Il n'y a pas de problème. Elle a l'âge de se marier, puis sa forme et ses consorts. Avec son accord, parce que c'est ce que l'islam dit, c'est avec l'accord de la femme qu'il faut sceller le mariage. Ali est parti demander la main de Fatima. Fatima a accepté et puis maintenant le prophète a donné son accord. Après, il y a l'autre qui a répondu. Omar. Il dit, mais oh prophète, tout ce que vous faites là, c'est juste. Mais moi, je ne comprends pas. C'est moi le premier à demander cette fille. Maintenant, après 5 ans, on donne ça à Ali et moi, on ne m'appelle même pas. Il dit, non, maintenant qu'elle a l'âge, tu n'es pas venu. On ne peut pas réserver une femme pour quelqu'un. Malheureusement, c'est la coutume, c'est ce qu'on est là en train de faire. On ne peut pas réserver une femme à quelqu'un parce que tu peux suivre des transformations. Et toi et elle. C'est comme ça. Et elle a le choix de dire non, je refuse. C'est comme ça que ça se passe au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, il y a des mauvaises compréhensions qui sont venues pour tout malaxer. Quelque part aussi, Dieu nous dit dans le Saint-Coran,
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Là, Allah il dit Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, les humains, Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. وجعلناكم شعوبا وقبائل, et nous vous avons répartis en communautés et en tribus. لتعارفوا bas, pour que vous puissiez vous connaître ici. C'est une identité. C'est un Togolais, c'est un Nigérien, c'est un Sénégalais, tout ça c'est une identité. Je suis un Hausa, l'autre c'est une Zarma, c'est vraiment une identité. Ce n'est pas une différence que Dieu veut montrer. Là, je parle de l'égalité. Il dit Inna akramakum indallah atqakum. Le plus méritant d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pur, qu'il soit homme ou femme. Donc, ce que nous sommes là en train de faire, je suis très content parce qu'il y a de cela un moment dans ce pays, je le dis, personne n'ose parler de la planification familiale. Ici, là, dans ce pays. On n'ose même pas parler du mariage des enfants ou des mariages forcés. Et parler même des violences conjugales, parce que pour eux c'est normal, c'est logique, c'est comme ça. Et ça, ce sont des normes sociales que les gens suivent pour faire des mélanges. On n'ose même pas, alors qu'il y a des violences conjugales. Il y en a des violences parce qu'il y a la façon, il y a même les critères. Même pour se marier, il y a des critères. Malheureusement, aveuglément, on ferme les yeux pour faire. Donc tous les problèmes que nous avons eu à gérer, c'est d'abord l'implication des leaders religieux dans la sensibilisation de la communauté pour un changement d'abord de mentalité. Un changement de mentalité, parce que c'est cette mentalité qui ne va pas bien. Et il faut la faire changer. Avec l'appui de nos partenaires. Une minute. Hein? Une minute. Bon, je dis avec l'appui de nos partenaires, on a pu élaborer pas mal des argumentaires islamiques, argumentaires sur l'équité des genres, argumentaire sur la planification familiale, un argumentaire sur les violences basées sur les genres. Il y a Dimol qui est là. D'abord, ce sont nos premiers partenaires. C'est avec eux qu'on a commencé. Il y a une autre de l'autre côté aussi avec le MDM Médecins du Monde. Dans la région d'État, on a formé plus de 350 imams. Et actuellement, le projet, il est fermé, mais actuellement, ils sont là en train de faire des séances de sensibilisation par rapport à ces thématiques déjà qu'on en a. Parce que c'est notre propre mission, c'est notre mission. Nous sommes des guides religieux. Donc, notre première mission, c'est de passer la vraie information au niveau de la communauté. Ces argumentaires-là, aujourd'hui, on peut les trouver même à Bilma. Ils sont dans les mosquées, ils sont dans nos makarantas, dans nos écoles coraniques où on est là en train de regarder. C'est pourquoi il y a vraiment amélioration des conditions de vie, parce que de temps en temps, les gens ont commencé à prendre conscience que ce qu'ils sont là en train de faire, ça ne sort pas de la religion, mais c'est purement des normes sociales. Voilà. Merci, Imam. Vous aurez compris le travail de fond qui a été fait depuis plus de 20 ans pour arriver justement à faire changer les mentalités dans les communautés et dans le cadre de cette lutte. Elle n'est pas finie, elle se poursuit, mais il faut bâtir sur ce qui est en train d'être fait. Je vais maintenant me tourner vers Madame Balkissa sur les questions juridiques. Alors, l'un des axes prioritaires de la lutte pour l'égalité des genres repose sur la mise en place des cadres juridiques en lien avec les conventions internationales, régionales. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu la situation concernant ces cadres? Comment ces cadres sont-ils réellement appliqués et quels sont les défis qui restent à relever dans ce domaine-là? 5 minutes. Merci, monsieur le modérateur. Alors, bonjour l'assistance. C'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui d'échanger avec vous sur le cadre juridique.
concernant les questions qui touchent aux droits de la femme et de la fille. Alors, effectivement, la mise en place du cadre juridique a un lien étroit avec les conventions internationales et régionales. Alors, nos pays aussi, dans ce processus, ont ratifié plusieurs conventions. Certaines sont de portée générale, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisqu'ils consacrent des droits à tous les êtres humains. Alors, je vais m'attarder un peu sur les instruments juridiques qui sont spécifiques à la femme, aux droits de la femme. Donc, dont le principal est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, donc, qui a été adoptée en 1979, dont notre pays, le Niger, a ratifié, si on peut le dire avec quand même des réserves que nous tardons à lever d'ailleurs. Alors, il y a le protocole aussi au niveau régional, le protocole facultatif à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Alors, pour faire un peu la genèse de ces différents instruments, c'est pour dire que, à côté des instruments qui sont de portée générale, ces instruments-là sont spécifiques à la femme. Et c'était parti du constat que ces instruments de portée générale ne sont pas assez protecteurs des droits de la femme. Et pour cela, donc, des textes spécifiques ont été élaborés. Et on pense que ces textes vont mieux, en tout cas, protéger ces droits. Et nous sommes en train de parler effectivement de la déclaration de Beijing, parce que de là aussi, beaucoup de réformes et beaucoup de dispositions ont été prises au niveau interne des pays, dont le Niger. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup d'avancées en fait dans ce domaine, sur le plan. Parce que si on regarde ces instruments au niveau international, par rapport à leur application, il n'y a pas de force contraignante. C'est-à-dire les États, ils prennent des engagements, mais il n'y a pas assez de garde-fous pour leur obliger à appliquer ces différents instruments. Et donc, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de force contraignante, mais quand même, on demande souvent aux États de prendre des dispositions au niveau interne pour permettre l'application effective des droits. Et pour cela, je dirais que le Niger n'est pas en marche. On a assisté depuis ces différentes conférences, ces différentes déclarations d'il y a 20 ans, 25 ans en arrière, à l'adoption de plusieurs mesures en fait législatives, dont notamment la loi sur le quota en 2000 pour permettre aux femmes d'accéder aux instances de prise de décision. Cette loi d'ailleurs a connu plusieurs modifications. Il y a aussi au niveau de la Constitution qui d'ailleurs atteste l'engagement du Niger et l'attachement aux principes fondamentaux de droits humains et à ces conventions internationales-là. Alors à son article 10 et également l'article 22 qui est spécifique aux couches vulnérables dont la femme, la jeune fille, les personnes âgées et autres. Il y a eu une révision aussi du code pénal pour permettre de prendre en compte certaines infractions qui avant n'étaient pas prévues dans ce code en 2003, dont notamment les mutilations génitales féminines et bien d'autres infractions qui touchent vraiment aux violences basées sur le genre. Il y a aussi eu des formations des magistrats, des OPJ et autres, toujours par rapport à l'application de ces instruments et pour favoriser la connaissance de ces instruments internationaux et régionaux. Il y a aussi les différentes politiques, stratégies et programmes au niveau national qui ont été développés, qui ont été mis en place pour permettre vraiment, pour favoriser l'application et pour traduire en actes concrets les engagements que les États ont pris au niveau régional et au niveau international. Alors, il y a quand même des obstacles par rapport à l'application de ces instruments-là. Et ces obstacles-là, moi, je dirais qu'ils sont d'abord d'ordre sociologique, ils sont d'ordre économique, mais aussi et surtout, ils sont d'ordre politique. D'abord, sur le plan social,
nous sommes dans une communauté, et la plupart des pays d'ailleurs se retrouvent dans la même situation, qui sont fortement influencés par la religion musulmane, qui sont islamisés. On est à environ 99% de musulmans au Niger. Donc cette situation n'est pas quand même sans conséquence sur l'application de ces textes-là. Il y a aussi la question, parce qu'on a vu sur l'idée de faire un code de la famille au Niger, c'est que ça a suscité depuis toutes ces années comme résistance au niveau social. Il y a aussi des obstacles qui sont d'ordre économique. Par exemple, pour aller en justice, réclamer un droit, ça nécessite un coût. Le déplacement, les frais d'avocat et autres, c'est aussi un coût. Donc il y a le facteur économique aussi qui pèse souvent, bien qu'il y a des palliatifs quand même qui ont été mis en place. Au Niger, on a une agence d'assistance juridique et judiciaire, et à travers cette agence-là, on dit que toute femme victime de violences basées sur le genre bénéficiera de l'assistance gratuite d'un avocat. Mais tout ça là aussi est confronté au problème de moyens financiers. Sur le plan politique par rapport aux obstacles, je vais prendre l'exemple seulement de l'application de la loi sur le quota. Le législateur avait bien voulu traduire ses engagements que l'État du Niger a pris en acte concret en instituant une loi sur le quota pour permettre aux couches qui ne sont pas représentées d'être représentées au sein des instances de prise de décision. Alors, le législateur a pris la décision. La loi est là, elle existe. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas effective. Et donc, moi, je dirais ici qu'il y a une volonté politique qui manque, parce que le politique a bien voulu prendre cette disposition pour corriger des inégalités sociales, mais malheureusement, quand on voit déjà dans la formation du gouvernement actuel, le quota n'est pas respecté. Et de l'autre côté aussi, il y a l'engagement du citoyen lui-même, le bénéficiaire de cette disposition. Qu'est-ce que les citoyens ont fait pour pallier à ça? Rien, à part les déclarations et autres. Les voies de recours sont là que le législateur a tracées pour permettre, lorsqu'il y a une violation d'une disposition législative, de pallier à ça, mais malheureusement, le citoyen également ne s'en sert pas. Donc je me dis qu'il y a des obstacles par rapport à l'application de ces différents instruments. Il y a toujours aussi le citoyen, est-ce qu'il évoque ces instruments juridiques une fois que ces droits ne sont actuels, de crise humanitaire actuelle? On peut dire qu'il faut renforcer en fait les capacités des différents acteurs présents sur le terrain, mais aussi il faut surtout documenter. Si on prend l'exemple tout récent des soldats tchadiens qui ont commis des viols sur la communauté du Terra, sur des femmes, comment documenter ces types de cas lorsqu'ils sont commis sur le terrain? Donc il va falloir mettre en place un système d'alerte et de pouvoir documenter suffisamment les cas. Il faut aussi renforcer la question de la prise en charge, parce que pour des questions de crise, la question de la prise en charge aussi, elle se pose avec acuité. Donc les défis, vraiment, c'est un peu les défis auxquels nous sommes confrontés par rapport à l'application des différents instruments qui concernent le cadre juridique. Merci bien. Merci. Vous voyez que même si on avait 2 heures, on pouvait discuter rien que sur ce volet. Donc, on a des lois qui sont votées, et vous savez très bien aussi que le défi, c'est comment appliquer ces lois. Et les décrets d'application, ensuite les appliquer proprement au quotidien pour que les personnes, les femmes puissent rentrer pleinement dans leurs droits. Merci pour cet éclairage. Je vais passer rapidement à notre activiste. Parlant spécifiquement des violences basées sur les genres. Alors, une question très simple, mais tout à fait aussi importante. Quel est le rôle en tant qu'activiste, quel est selon toi le rôle des activistes dans la lutte contre les violences basées sur le genre et pour l'atteinte d'un monde, une société plus égalitaire? Je pose cette question parce qu'en amont
vous faites beaucoup de travail dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ici, c'est juste en tant qu'activiste, vous êtes dedans, mais aussi il y a d'autres jeunes qui sont dans cette activité. Quel est le rôle qu'il faut faire dedans pour pouvoir vraiment aboutir à une société plus égalitaire? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et merci à l'UCPO pour cette table ronde très importante. Alors pour revenir un peu sur la question de monsieur, il est intéressant de signaler que d'abord il y a toutes les parties prenantes et dans ces composantes, chacun a un rôle bien défini. Et en tant qu'acteur de la société civile, entre guillemets, activiste, parce que ça va dans le même sens, l'idée c'est de susciter l'engagement communautaire chez tout le monde et que les jeunes réclament leur place. Au-delà de réclamer leur place, que les jeunes parviennent à faire ce qu'ils reprochent aux autres. On parle d'engagement communautaire, on parle de violence basée sur le genre et tout. Et très souvent, on dit les premières personnes victimes face à ces questions, c'est nous les jeunes, c'est nous les filles, c'est nous les enfants. Donc, imaginez une seconde, une fille qui est victime, elle-même porter la voix des autres jeunes ou des autres filles, l'impact que ça peut donner. Le cadre que ça peut donner pour que les autres filles puissent dénoncer, le cadre que ça peut donner pour que les autorités puissent prendre des décisions. Parce que c'est ça. Chez nous, en Guinée, donc un exemple pour la sous-région, avec le club par exemple, on a commencé en 2016. C'était très compliqué pour les gens de comprendre que des petites filles à cet âge de 15 ans amenaient les grandes personnes au tribunal ou à la gendarmerie pour un cas de mariage précoce ou forcé. C'est quand même incompréhensible. Mais ça, c'était en 2016. Maintenant, on estime que c'est tout à fait normal, c'est logique quand tu n'es pas dans les règles d'aller dans un service de protection. Pourtant, quand on commençait, on estimait qu'on était des filles très mal éduquées, qu'on ne savait pas ce qu'on voulait faire et surtout qu'on n'avait pas de religion. Donc je pense que c'est là un peu le rôle de l'activisme. L'activisme permet de démystifier, de porter la voix, de pousser les pouvoirs publics à appliquer la loi comme ça se doit. On a les textes de loi, on a tout ce qu'il faut, mais est-ce que ces textes de loi sont appliqués comme ça se doit? Est-ce que les victimes ont vraiment ce support leur permettant d'aller vers un processus, d'aller vers une procédure de prise en charge, d'aller vers les personnes qui sont vraiment habilitées à assurer leur prise en charge? Non. Est-ce que nos systèmes de gouvernement, il y a madame qui parlait du cadre juridique tout à l'heure, d'un système de prise en charge, c'est normalement quelque chose qui doit être fait par l'État. Mais ce n'est pas fait en fait. Nous, en tant qu'OSC ou en tant qu'activistes, notre premier rôle, c'est amener le système gouvernemental à faire en sorte que la prise en charge pour les victimes de violences basées sur le genre soit gratuite. Et quand on parle de cette prise en charge, que ça soit au niveau médical, juridique, mais aussi de réinsertion socio-professionnelle pour les victimes, parce que c'est très très important. C'est-à-dire quand on développe l'aspect dénonciation et qu'après on n'a pas de fonds, on n'a pas de moyens nécessaires pour continuer la procédure, c'est juste partie remise en fait, et que les victimes après, elles n'ont plus envie de continuer parce qu'il n'y a pas de moyens adéquats là qui peut leur permettre de continuer à aller sur le même processus. Donc je pense que nous, en tant qu'OSC ou en tant que jeunes activistes, notre rôle premier, c'est d'abord susciter l'engagement communautaire. Amener plus de personnes à avoir conscience de leur rôle dans la société, de leurs droits et surtout de la stratégie à adapter pour avoir un changement communautaire, mais aussi au niveau national dans notre pays ou dans les pays avoisinants. Merci. Alors, merci beaucoup Kadiatou, c'est vraiment bien dit. Pour résumer rapidement ce qui a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bases qui sont déjà là. Vous avez vu ce qui est fait au niveau des communautés avec l'appui de nos leaders religieux, les cadres juridiques qui sont déjà mis en place et pour lesquels des associations sont en train de lutter pour leur application et ce qui est fait au niveau de la jeunesse en termes d'activisme pour vraiment faire bouger les lignes. Je voudrais souligner juste que quand on parle de l'État, c'est nous tous. Et c'est pour ça que c'est important que
le gouvernement, la société civile, les jeunes, les leaders religieux, toutes les composantes de la société sont impliquées et doivent être impliquées dans cette lutte pour aboutir à une société véritablement égalitaire. Donc, je vais peut-être passer la parole au public, une à gauche, une à droite, parce que nous sommes pris par le temps. La table ronde qui nous a réunis ici. J'étais très contente quand j'avais reçu l'invitation. Surtout que j'ai compris qu'il y a des thématiques qu'on doit défendre ici. Ce matin, j'avais suivi avec grand intérêt le discours du ministre de la Santé. On a écouté ce genre de discours à plusieurs reprises. Mais mon inquiétude, est-ce que le Niger sera au rendez-vous en 2030? Tout à l'heure, ma soeur Balkissa a vraiment dit qu'il y a un vide juridique qui est là, que nous connaissons tous. L'imam qui est là en face de nous nous a éclairé sur beaucoup d'aspects. Maintenant, qu'allons-nous faire pour corriger ce vide juridique-là à travers un forum qui sera soutenu par le partenariat de Ouagadougou et bien d'autres partenaires? Moi, c'est une recommandation que j'adresse au partenariat de Ouagadougou. Aidez-nous à corriger ce vide juridique-là. Vous savez que le Niger a émis des réserves autour de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Le protocole de Maputo, on ne sait même pas là où ça se trouve. Nous ne disposons pas d'un code de famille. L'article 144 du Code civil nigérien qui interdit le mariage avant l'âge de 18 ans pour le jeune garçon et 15 ans pour la jeune fille nous pose problème en tant qu'activistes sur le terrain. Aujourd'hui, une ONG comme SOS ne peut pas interdire un mariage précoce ici au Niger. Certes, mais nous faisons des efforts en essayant de dissuader les parents, en les convoquant au commissariat, ouvrir un dossier pour que le procureur puisse prendre des mesures pour mettre fin à ces tentatives de mariage précoce. Mais aucun texte n'interdit cela. Aucun texte. Eh bien, l'imam, aidez-nous. Aidez-nous, parce que aujourd'hui, votre voix porte plus que la nôtre. Merci. Moi, ce que je tiens à attirer l'attention des jeunes qui sont dans la salle, c'est de prendre bonne note de ce qui vient de se dire sur le plan juridique. Pendant 25 ans, ça ce n'est que la visibilité au niveau de Beijing. Pendant 25 ans, nous avons fait l'Assemblée, les ministères des Affaires étrangères, les ministères concernés par de la promotion de la femme, concernés par les droits de la femme et de la jeune fille, pour faire aboutir ce qu'elle vient de citer comme acquis. Mais ce n'est que la goutte d'eau qui peut-être peut faire déborder le vase. Nous avons beaucoup œuvré et elle a cité quelques avantages de ces textes. Mais les blocages, elle a cité également le volet social, économique et politique. Et moi, je reviens au dernier. Les vrais responsables, c'est au niveau politique. Le politique, s'il décide, à l'image de tous les pays de la sous-région, où le protocole de Maputo a été voté, sans problème, même s'il y a une ou deux réserves, ils peuvent les mettre. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, de discrimination, a été également votée dans tous les pays, presque du monde. Je crois qu'il y a quelques-uns seulement qui ne l'ont pas fait.
le code de la famille. Au niveau même de la sous-région, il est là. Mais qu'est-ce qui empêche au Niger, en incriminant les religieux pour dire que c'est eux qui sont à la base, alors qu'ils ont des documents qu'ils ont mis à la disposition des collègues religieux et qui ont beaucoup défendu et qui sont d'accord avec eux que ce ne sont pas ces facteurs de blocage. Mais alors, où se situe le blocage? Le politique doit quand même se prononcer. C'est quand même une population fragile, vulnérable, femmes et jeunes là. Et qui ici, ils sont bien, les hommes sont bien, le politique est bien. Donc il faut que le Niger rentre dans la droite ligne du monde, parce que nous, on est toujours les derniers, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est choquant quand vous allez à une conférence et que vous ne pouvez pas vous prononcer sur certains aspects. C'est regrettable. Le pays est là, le rapport, la semaine là même, on a examiné. Mais les changements, c'est par rapport aux lois, aux textes. Il faut qu'ils se conforment au niveau de ces textes pour que nous soyons aussi un pays à l'image des autres. Quand on va aux conférences, il y a des parties où nous ne pouvons pas nous prononcer. Et c'est le politique. Et aujourd'hui, le politique doit se prononcer. Le politique doit mettre sa population à l'abri des discriminations, les femmes à l'abri des discriminations et surtout les jeunes. Et moi, ce que j'interpelle les jeunes, c'est qu'ils poursuivent ce que nous avons fait. Il faut qu'ils prennent bonne note de la situation où on la laisse. Ils doivent avancer. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai une question à l'endroit de l'imam. C'est juste pour savoir le fait d'augmenter 2 femmes, si ça ne va pas 3 jusqu'à 4, si c'est vraiment une logique ou bien si c'est une mauvaise interprétation. Je vous remercie. Oui, j'ai vu qu'il y a eu une recommandation qui a été faite, que nous avons pris bonne note. Est-ce que le Niger sera au rendez-vous de 2030? Et ensuite, bien sûr, tout le plaidoyer qui a été fait, c'est très très important. Je vais donner la parole une minute à chacun des panélistes pour essayer de répondre et anticiper sur vos questions. Ils sont tous là, vous pourrez avoir leur adresse pour vraiment continuer la discussion. C'est juste parce que nous sommes très très pris dans le temps et c'est pour ça. Imam? Merci pour revenir à votre question. Je crois que j'ai bien dit. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Ce sont des gens qui ont écrit pour dire que c'est un hadith authentique. Alors que le Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lui, que les gens qui n'ont pas les moyens de prendre une femme en charge, une femme qui n'a pas les moyens, on a dit de t'abstenir jusqu'à ce que Dieu te donne la possibilité. Même la polygamie, j'ai dit, c'est régi par ça. Quand tu as la possibilité de prendre une femme en charge, la nourrir, l'entretenir, éduquer ses enfants, tu as largement ça et tu as d'autres ressources supplémentaires et physiquement tu es fort encore pour la satisfaire, il faut prendre deux. Et c'est ainsi de suite. Voilà, c'est ça l'islam. Mais ce n'est pas une obligation. Même le fait de se marier, ce n'est pas une obligation en islam. Oui, je peux rester sans me marier. En restant digne, tout à fait. C'est ça, en restant digne. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Merci. Merci beaucoup, Imam. Alors, nous allons certainement pouvoir prendre quelques questions quand même pour vraiment discuter sur ce cadre-là. Donc, mais je vous donne quand même la parole pour répondre aux premières questions. Alors, merci. Je voulais répondre à ma grande sœur Mariama par rapport à son inquiétude. En fait, ce n'est pas qu'on a un vide juridique. Le problème par rapport à l'âge du mariage, c'est que nous sommes régis par un pluralisme juridique. Il y a d'un côté le droit coutumier qui s'applique et de l'autre le droit écrit. Maintenant, les dispositions du Code civil, elles sont perfectibles. Il y a eu des réformes qui ont été faites. À chaque fois, je vais continuer à charger le politique parce que les réformes, ça relève du politique.
on a ratifié une convention sur les droits de l'enfant, n'est-ce pas, qui traite de l'âge et qui fixe un âge de la majorité à 18 ans. Donc, s'il y a des réformes à faire, parce que même dans le code civil, si on regarde, la majorité civile est à 21 ans. Donc, il y a une discordance il y a en fait un souci d'harmonisation entre ces différentes dispositions-là. Donc, ce n'est pas un vide juridique autour de la question, mais je pense que c'est toujours la volonté politique qui n'est pas au rendez-vous en fait pour faire les réformes. Parce qu'il y a les réformes et il y a aussi ce dont l'association et la société a besoin. Et la marche aujourd'hui voudrait qu'on soit aussi aligné comme les autres. Donc, par rapport à ça, c'est toujours ce pluralisme juridique-là qui pose problème. Et je pense que ces questions-là peuvent être réglées si on a un code de la famille. On a ratifié des instruments, des conventions. Chaque fois, au niveau des rapports à ces organes de traité-là, des recommandations reviennent où on demande, puisqu'il n'y a pas de force contraignante, on ne peut que recommander. On a toujours demandé au Niger d'adopter un code de la famille, un code de l'enfant et tout ça là. Mais chaque fois, c'est vrai, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais on n'arrive pas à atteindre ce résultat-là, on n'arrive pas à atteindre cet objectif-là. Et je pense que, et tout à l'heure, Eka de Cessa, il avait évoqué une question très importante, celle du leadership. Qui accepte de porter ces réformes-là? Du côté des associations féminines, il y a eu des actions qui ont été faites pendant plus de 20 ans, mais ça n'a pas abouti. Nos mamans sont là pour témoigner, elles ont souffert, elles ont posé tellement d'actions, mais ça n'a pas abouti. Donc il faut qu'à un moment, les gens se mettent ensemble, se parlent pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut changer de méthode d'approche? Et ce leadership-là, qui va le porter? Est-ce que c'est le ministère de la promotion de la femme? Est-ce que c'est le ministère de la justice qui va accepter de porter ces réformes-là? Parce qu'il y a tellement de réformes à faire, il y a tellement de choses à corriger par rapport à ce cadre juridique-là dont on n'arrive pas à bouger. Il faut en parler, il faut relancer le débat peut-être pour pouvoir aboutir à une solution. Merci. Alors, nous avons une dizaine de personnes inscrites. Je vais vous demander d'être assez précis et succinct pour qu'on puisse écouter tout le monde. Docteur Arou? Je vais directement me tourner vers Imam. Nous sommes vraiment très contents de ce que vous faites parce que ça fait quand même bouger un peu le curseur culturel quelque part, même si on sait que c'est très difficile. Mais vous y êtes arrivé quand même jusqu'à un certain niveau. Il n'en demeure pas moins que ces pesanteurs socioculturelles persistent. Alors la question que je voudrais poser, est-ce qu'il y a vraiment des approches innovantes pour aller vers les communautés vraiment, si je peux l'appeler ainsi, déconstruire ces normes sociales-là, et de construire aussi ces préceptes religieux pour faire la part des choses. Qu'est-ce qui est du domaine du social et qu'est-ce qui est du domaine religieux? Arriver à segmenter, peut-être, je reviens encore là-dessus, à segmenter nos communautés ou la population pour adapter le message vraiment au segment spécifique pour que le message puisse véritablement passer et amorcer un véritable changement de comportement. Parce que des pesanteurs restent encore là. L'autre chose, c'est par rapport aux questions juridiques. C'est vrai, le pays a signé, le gouvernement a signé des engagements internationaux, régionaux, etc., qu'il faut bien entendu appliquer dans le pays pour faire avancer en tout cas le pays dans le domaine du développement. Mais c'est vrai que tous les textes ne sont pas pris. Beaucoup de textes ont été pris à cet effet, ont été élaborés, je voulais dire, à cet effet. Mais un des défis majeurs, même si les juristes disent que bon, nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce que vous dites. Mais à mon avis, cette loi ou ces textes de loi doivent être vraiment vulgarisés. Il faut que toutes les parties prenantes connaissent ces lois et ces textes
y compris au niveau communautaire, les bénéficiaires, parce que personne ne connaît souvent la plupart de nos textes. Pas même les communautaires, même les intellectuels ne les connaissent. Alors que le vrai défi, je pense pour moi, c'est de travailler pour qu'on puisse connaître ces lois. C'est un fait. Si on arrive à le faire, je vous jure que l'activisme va partir de la base, de la communauté elle-même. Si la communauté comprend quels sont ses droits, quels sont les engagements d'abord qui ont été pris pour elle, et où est-ce que nous en sommes dans l'application, je vous jure que petit à petit, elles vont elles-mêmes se soulever. C'est pour dire aussi, le gouvernement élabore des textes, des lois, il fait des documents stratégiques, des plans pour mettre en application, mais la société civile est là aussi pour jouer un rôle de veille. Il faut qu'il explique aux communautés quels sont les engagements qui ont été pris ça et là. Quels sont les différents documents de politique qui ont été rédigés pour vous, pour votre bien. Ça, c'est le rôle de la société civile, à mon avis. Quelqu'un l'a dit, le Dr Narbel l'a dit, l'État, c'est aussi tout le monde. Mais la société civile a sa part vraiment un rôle extrêmement important à jouer pour déconstruire tout ce qu'on a pris que l'État a pris comme engagement. Et lorsqu'on l'aura fait, le gouvernement est tenu quelque part d'arriver à satisfaire à certains engagements, même si on sait que c'est souvent difficile avec les contextes que l'on connaît, mais je suis sûr qu'on peut avancer lorsque la société civile prend le lead, vraiment accompagne le gouvernement dans les engagements qu'il prend, ça et là. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci, Dr Harou. Donc, nous allons passer la parole au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je voudrais dire à Madame d'ajouter dans son excellence juridique la Charte africaine de la jeunesse qui a été adoptée en 2006 à Banjul par les pays africains. Je voudrais également inviter les jeunes à connaître cette charte qui parle de la promotion des droits spécifiques des jeunes et notamment les droits à la santé sexuelle et reproductive. En 2017, à N'Djamena, 1500 leaders religieux se sont réunis par rapport à la planification familiale. Il y avait également des religieux de l'Afrique de l'Ouest. Ces religieux sont d'accord par rapport à la question du mariage des enfants et tous étaient unanimes qu'il n'y a pas de mariage sans le consentement des deux, c'est-à-dire le garçon et la fille. Ils sont également d'accord par rapport à la question de compétences. Ça veut dire compétences mentales et compétences physiques. Il ne peut pas y avoir de mariage quand les deux conjoints ne sont pas compétents. On a également relevé qu'à N'Djamena, un engagement constructif des leaders religieux et des leaders traditionnels à agir comme les acteurs de promotion de la planification familiale pour le bien-être de la famille, pour le bien-être social. Ce qui manque ici, comme l'a dit Mme Diam, c'est gober cet engagement comme une transformation sociale. Donc j'invite le partenariat de Ouaga à faire le suivi des engagements pris par les leaders à N'Djamena. Maintenant, pour revenir à la question du mariage des enfants, de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, c'est vrai, c'est un enjeu stratégique. Mais je dirais également, c'est un enjeu de développement de compétences, c'est un enjeu de développement de comportement. Parce qu'ici, nous avons une multitude d'acteurs et c'est le lieu de mutualiser des approches. Nous avons des approches innovantes qui vont de la base jusqu'au niveau national. Et je vais à ce niveau recommander de prévoir une autre rencontre pour que toutes ces approches innovantes soient mutualisées et pour aller vers le progrès social. Je vous remercie. Donc, je parle au nom du ministère de la Promotion de la Femme. Je remercie vraiment le panéliste qui nous a vraiment édifié par rapport au texte. Néanmoins, de la gamme des dispositions prises, on peut aussi citer la politique nationale JAR, qui regroupe tous les ministères sectoriels et même les institutions, dont la mise en œuvre de son plan d'action. Et parmi ces mécanismes, il y a la création de cellules JAR au niveau des ministères sectoriels et des institutions de la République.
Donc vraiment, même si on peut parler du code de la famille, que le code de la famille n'est pas encore adopté au Niger, moi je pense que compte tenu de notre contexte, le ministère peut être représenté peut représenter le lead par rapport à ça, et que le ministère est en train de prendre des dispositions qui collent bien avec notre contexte, dont je viens de le citer, la politique nationale JAR qui est constitutionnelle, parce que ça vient en réponse avec l'article 22 de la Constitution nigérienne. Donc, si je résume un peu, c'est qu'il lutte contre la discrimination par rapport vraiment, la discrimination d'une manière générale. Donc, et par rapport à ça, donc le ministère a vraiment engagé un processus de mise en place de ces cellules JAR-là, qui va couvrir l'ensemble des ministères et des institutions de la République. Et ces organes-là sont en train d'être vraiment renforcés sur le plan vraiment capacité pour qu'ils puissent jouer vraiment le problème crucial qui est vraiment l'égalité des sexes-là par rapport au problème dont nous sommes en train de discuter. Donc, on peut citer parmi ces efforts ce que je viens de dire là. Et par rapport aux violences basées sur les genres, il y a tout récemment le plan d'action génération 2 de la résolution 1325, le plan d'action national bien sûr, de la résolution 1325, qui a un volet de prise en charge totale des survivantes. Donc, pour dire que vraiment l'État n'a pas perdu de vue tout ce qui est vraiment un problème de discrimination ou un problème de VBG, donc vraiment le ministère s'attelle activement par rapport à ça. Et si on peut même revenir un peu par rapport à la politique nationale JAR, tout récemment, il y a eu une journée parlementaire dont les parlements se sont positionnés par rapport vraiment à ce problème-là. Ils ont pris acte, ils se sont engagés pour vraiment lutter dans ce sens-là. En dehors de cette journée, il y a eu aussi un séminaire gouvernemental pour vous dire que nous, en tant que ministère, on ne peut pas dire manque, mais nous préférons dire insuffisance de la volonté politique. Parce qu'on a eu assemblée, on vient d'avoir le gouvernement à travers le séminaire gouvernemental. Donc pour nous, vraiment, on peut dire qu'on est en train d'aller vers la volonté politique, même si ce n'est pas encore effectif, comme vous venez de le dire. Effectivement, ce n'est pas effectif, mais quand même, il y a des efforts qui sont en train d'être faits par rapport à ça. Et par rapport à la loi sur le quota, effectivement, vous avez parlé de modifications. Ces modifications sont dans le sens positif. Parce qu'il y a eu un rehaussement en 2014 de cette loi-là qui a vraiment augmenté le nombre de députés. On a passé à 50 députés femmes tout récemment, le nombre. Donc pour vous dire que vraiment il y a des évolutions qui sont en train d'être faites. Et en 2019 aussi, il y a eu un rehaussement qui a passé de 15 à 25 au niveau des postes électifs et au niveau des postes nominatifs, bien que ce n'est pas encore au rendez-vous, mais au niveau des postes électifs, au niveau des élections, quand même, on a les 30%, parce qu'on a jusqu'à 50%. Donc, il faut aussi s'allier ces efforts-là que les gouvernements sont en train de faire, particulièrement à travers le ministère de la promotion de la femme. Donc, c'est ce que j'ai voulu vraiment mettre à l'actif des dispositions que vous venez de citer. Et en 2020, il y a eu des mesures d'application qui ont été prises, bien que dans leur ensemble, on peut dire que c'est effectif. Mais quand on regarde les détails, il y a un point où, encore au niveau des postes nominatifs, ce n'est pas encore effectif. Et le ministère s'attelle sur ça pour vraiment que ce point-là aussi soit au rendez-vous. Donc c'est ce que j'ai voulu apporter comme précision. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Ok, bonjour. Et nous remercions beaucoup l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou pour nous avoir invités à cette table ronde. Donc, je tiens à préciser par rapport à cette table ronde autonomisation et droits de la femme.
nous, en tant qu'ONG, faisant de l'accompagnement communautaire, nous savons très bien ce que l'école de Marie a fait pour que la femme puisse retrouver ses droits au niveau communautaire. Nous savons ce que notre structure a fait pour que les jeunes filles puissent recouvrir leurs droits et avoir des compétences de vie courante. Mais je reviendrai par rapport à nos panélistes où j'aimerais leur faire une recommandation. Si vous voulez que tous ces droits-là soient reconnus au niveau communautaire, travaillez en synergie avec les structures à base communautaire. Ne travaillez pas en implication. Une implication, c'est comme un greffage. Et un greffage, avec le vent, il s'en va. Travaillez en synergie et mettez-nous en consortium, et ce qui va faire en sorte que les droits de la femme seraient reconnus. Que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan religieux. Okay? Maintenant, tout à l'heure, là, j'ai entendu madame dire qu'il y a des obstacles d'ordre social, culturel ou religieux. Ma question, est-ce que vous êtes rentré en synergie pour lever ces verrous-là en collaboration avec les leaders religieux ou bien les détenteurs des coutumes? Je vous remercie. Ma question, c'est concernant les violences basées sur le genre. Je m'adresse à Madame Balkissa. Sur ce cas-là, quelles sont les stratégies qui sont élaborées au Niger dans le cadre donc des violences basées sur le genre? Parce que nous sommes des cliniciens. Moi, je suis gynécologue obstétricienne et je suis experte en santé sexuelle et reproductive. Je parle sous le contrôle de mon aîné, Dr Harou. On a des insuffisances quant à la prise en charge donc, de ces personnes victimes donc, de violences basées sur le genre. Nous sommes des experts, mais il y a trop d'insuffisances dans la prise en charge. Donc, moi, ce que je vais amener le comité, donc l'unité de coordination du partenariat de Bamako, à l'avenir, de se pencher, de Ouagadougou, excusez-moi, d'essayer d'élaborer un manuel donc de prise en charge sur les violences sexistes basées sur le genre, pour que ça soit vulgarisé dans tous les pays membres et même qu'on pense à l'amender sous forme donc d'un séminaire, pourquoi pas, ou bien sous forme de table ronde, pour qu'on puisse mettre donc à l'endroit des structures sanitaires ce manuel de procédure qui va lever toutes ces insuffisances concernant la prise en charge sanitaire de ces personnes-là. Merci. Ma question va s'adresser à l'imam. Bien avant, je vais remercier l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou pour l'opportunité qu'on nous offre ici pour profiter des expériences à travers les différentes tables rondes. Allez, imam, vu le travail formidable que vous faites, j'aimerais que vous nous donnez les difficultés que vous rencontrez avec vos pairs, c'est-à-dire d'autres imams. Je le parle parce que j'ai conduit une activité du genre à Difa, notamment à Maïné, Chitimari et Difa même, où on a réuni leader, du moins un imam et un chrétien, je vais dire ça comme ça, pour entretenir la population sur la même thématique. Et normalement, c'est le même livre, je vais dire que ce soit le christianisme, l'islam, donc on doit parler de la même voix, normalement. Mais il y a certains qui défendent corps et âme le contraire, je vais dire ça comme ça. Donc les difficultés que vous rencontrez avec vos pairs, et aussi quelle solution vous nous proposez par rapport aux difficultés que vous allez mentionner et les stratégies que vous pourrez nous donner en tant que jeunes pour que nous puissions l'exploiter pour un impact au Niger et dans la sous-région. De passage, je suis burkinabé, donc j'ai une expérience là-bas également, dans le Sahel, j'ai fait aussi le Mali un peu. Donc je veux aussi profiter du cadre pour d'autres ouvertures. Merci bien. Donc il y a des questions qui ont été posées, mais je note des recommandations qui sont très intéressantes, qui vont être prises en compte. Et ça, je viendrai là-dessus à la fin, lorsqu'on va faire un peu la synthèse. Donc, pour répondre un peu à vos questions. Moi? Merci. Alors, j'ai noté 3 questions ici. La première, c'est
quel est le cadre qui a été créé, puisque vous dites que dans les obstacles, j'ai parlé d'obstacles religieux et coutumiers. Est-ce qu'il y a un cadre qui a été créé pour pallier à ça? Alors, je dirais, par exemple, pour le dernier projet du code de statut personnel qui n'a pas pu être adopté, ce cadre-là a été créé. Effectivement, il y a des oulémas, des grands oulémas qui ont été mis à contribution pour la rédaction de ce document. Et les préceptes islamiques ont été pris en compte par rapport aux questions qui posent problème. Le document a été rédigé, il a fait l'objet de vulgarisation dans les 7 régions. Il a été adopté dans les 7 régions, c'est arrivé à Niamey pour qu'il soit adopté et transmis et soumis à l'Assemblée que le projet a échoué. Parce qu'il y a eu un malentendu entre les différents éléments, effectivement, qui se sont divisés en 2 clans. Donc il y a eu un clan qui était pour et un autre qui était contre. Mais sinon, ils ont été impliqués dans tout le processus de rédaction du projet de code de la famille, sans oublier les aspects les plus sensibles qui ont été régis par la religion, réglés par la religion, et ça a été pris en compte dans ce document-là. Donc, ils sont effectivement impliqués. Chaque fois qu'il y a ces questions sensibles, les religieux aussi sont impliqués par rapport à ça. Donc, je pense que le cadre y est. Et souvent, même quand il y a des rencontres comme ça, quand on les invite, ils ne sont pas là. Et il y a aussi les questions d'intoxication autour de ces conventions-là. Parmi ces oulémas, il y a certains qui sont hostiles à toute question de codification ou de loi qui concerne les droits de la femme. Ils sont encore là, ils sont là dans la société et je sais que dans ce cas-là, beaucoup de travail a été fait. Il y a eu des argumentaires religieux, je parle sous le contrôle de Cheikh, qui ont été faits aussi sur les questions qui touchent aux droits de la femme, les questions les plus sensibles comme la planification familiale et autres. Donc les religieux sont bel et bien impliqués. Souvent, c'est eux-mêmes qui sont porteurs des plaidoyers lorsqu'il y a des plaidoyers à faire. Alors là, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a des stratégies mises en place dans la prise en charge des survivantes? Tout récemment, j'ai contacté ma soeur Mariama aussi pour ça, ça fait pas 2 semaines. Il y a eu un cas ici à côté, à Douchi, une petite fille de 9 ans qui a été victime de viol. Alors, par rapport à la prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministère, notamment le niveau départemental, a été contacté pour ça. Je l'ai appelé, on m'a donné le contact parce que d'ici, nous, on ne pouvait pas la prendre en charge. Parce que la prise en charge n'est pas totale. Il faut payer les médicaments, l'expertise, même il faut payer pour avoir l'expertise médicale qu'il faut joindre au dossier. Donc je pense que c'est surtout par rapport à ça qu'un travail de fond doit être fait, obtenir au moins la gratuité par rapport à l'expertise médicale pour les cas de violence. Parce qu'elles sont victimes, ces filles-là, doublement. D'abord, il y a le mal qui est fait et aussi on te fait payer pour avoir le papier qui atteste la situation. Donc je pense que le manuel, c'est pas d'un manuel qu'on a besoin, mais vraiment d'un cadre de prise en charge intégral sur le plan santé. Et on a expérimenté ça, je parle encore sous le contrôle de Mariama, mais avec l'aide des partenaires financiers. On a mis en place un consortium de prise en charge holistique. Notre association et la leur, on a essayé de faire cette prise en charge-là sur toute la ligne. Donc je pense que c'est vraiment les moyens qui manquent pour ça. Le ministère, je n'ai pas en aucun cas dit que le ministère ne fait pas son travail. J'ai seulement dit, comme vous l'avez dit, il y a des défaillances, il y a des insuffisances qu'il faut corriger. Et par rapport à ça, le ministère effectivement fait de son mieux, mais les moyens ne sont pas au rendez-vous. Donc il y a surtout un problème de moyens qui se pose pour la prise en charge. Donc, voilà ce que j'ai noté me concernant. Alors, je ne sais pas si Kadiatou dit quelque chose sur le VBG. Peut-être une expérience que nous avons en termes de gestion de cas de VBG.
généralement, quand on a un cas, étant donné qu'on n'a pas de centre d'écoute en tant que tel développé par le gouvernement, on essaie de trouver un espace plus adapté entre nous, OSC, organisations de la société civile, afin de venir en aide aux victimes de violences basées sur le genre. Ce qui nous a d'ailleurs permis d'avoir des financements, comme on le disait, comme Tantil disait tout à l'heure, sur les questions de prise en charge. Parce qu'il y a des gens, il y a des familles qui, à un moment donné, ne veulent pas poursuivre avec la gestion d'un cas à cause des problèmes financiers. Donc, à ce stade, l'idée vraiment, c'est d'avoir des partenariats avec les structures sanitaires, c'est-à-dire et au niveau de la médecine légale, c'est-à-dire cette médecine qui est spécialisée dans, comment on appelle ça, dans la certification, par exemple, des cas de viol. Et ensuite, aller dans un service de protection à côté avec lesquels on travaille pour dire quand il y a un cas de VBG, limite ne faites pas payer à la victime ou contactez-nous pour que nous puissions suivre le dossier afin qu'elle puisse bénéficier du minimum de prise en charge. Et au-delà, on cherche aussi un partenariat avec les pharmacies d'à côté qui réduisent aussi le coût de prise en charge. Maintenant, à ce stade, on va, à chaque fois qu'on a un cas, on réfère à ces systèmes déjà mis en place, notamment la médecine légale, notamment les services de protection, la pharmacie et tout, et ça allège les coûts. Donc nous, en tant qu'OSC, on essaie de faire, de faire le minimum pour assurer la prise en charge. Et au-delà, il y a des partenaires finalement qui donnent des fonds pour cette prise en charge, qui n'est nullement pas prise en compte par l'État. Donc ces temps-ci, ça commence à changer un peu. Je pense que ce sont des questions de leadership qui ont été développées ici, mais si on parvient à pallier à cela et que les organisations de la société civile cherchent un seul intérêt commun pour tout le monde, je pense que ça pourra facilement aider que si on va rendre dispersé. Merci bien pour cette contribution qui est très très pertinente pour la question de la prise en charge des VBG. Imam? Merci, docteur. Pour vous répondre, je pense que nous, à Tawa, on a mis cette stratégie. Vous savez, nous sommes des guides religieux. Nous, notre mission, c'est vraiment la sensibilisation. Maintenant, on s'était réunis avec les chefs traditionnels. C'est le cas des chefs traditionnels de Tawa, de Lela, puis il y a celui de Koni, avec les différents chefs des quartiers de ces localités. Nous avons expliqué que voilà ce que l'islam veut par rapport au mariage même. Et voilà ce que la tradition a mis dans la religion. Donc il faut séparer les deux. Les chefs traditionnels ont pris l'engagement. Tout ce qui va à l'encontre de ce que la religion musulmane dit, ils l'ont interdit. Et aujourd'hui, c'est une réalité chez nous à Tawa. Je peux dire d'ici peu de temps, il n'y aura plus de mariage des enfants. Les chefs ont pris la décision. On a mis des comités de veille qui informent directement le chef. Voilà, il y a un processus de mariage un peu clandestin qui est là en train de se passer. Il faut prendre garde. Tout de suite, le chef instruit le chef de quartier pour dire d'aller chez un tel monsieur, de l'appeler même chez lui pour lui dire de bannir ça. Je crois qu'il y a cette stratégie qui est là et ça commence à porter fruit parce que les chefs traditionnels ont commencé à refuser beaucoup de choses. Et il y a une seconde stratégie encore, c'est de décourager déjà les femmes qui accouchent à domicile. Il y a même une pénalité que c'est la communauté, même avec les chefs traditionnels, ils ont imposé cette somme comme pénalité. Dès qu'une femme, même si c'est une femme d'un imam, si elle accouche à domicile, l'imam doit payer. Et c'est tout le monde, c'est comme ça. Et la stratégie, je crois qu'elle est là en train d'avancer. Voilà comment on a résolu ces problèmes. De l'autre côté, ce que vous avez dit comme difficulté, c'est vrai. Vous savez, il y a ce qu'on appelle ici chez nous des leaders conservateurs. Il y a aussi ce qu'on appelle des leaders modérés. Des gens qui ont étudié l'islam, franchement. Et ces problèmes que vous avez soulevés, effectivement, même nous rencontrons ces problèmes. Parce que le hadith dans lequel je viens de vous parler, ce sont des centaines de hadiths. Si tu dis à un imam, un autre imam, ce n'est pas tous les imams,
que ce hadith-là, il n'est pas authentique, il va te dire que non, c'est toi qui n'es pas authentique. Lui, c'est son hadith, c'est comme ça, depuis sa naissance, il l'entend et il va le conserver, c'est comme ça. Mais malgré tout ça, on est là en train d'avancer, la population est là en train d'écouter, et les leaders religieux, notre parole, ce n'est pas seulement nous ici au Niger, mais il y a d'autres religieux d'ailleurs. Souvent, c'est ailleurs que tu vas entendre, il y a un autre imam qui prêche, il prêche la même chose que mon imam a prêché. Ça veut dire que l'autre imam, il dit vrai, mais l'autre, il ment. Malheureusement, c'est comme ça. On est là en train d'échanger des mentalités et cette stratégie. Malheureusement, encore ce qui se passe, je viens, docteur, ce qui se passe aujourd'hui, souvent, c'est le travail des leaders religieux qu'on refuse de les confier. Si c'est une ONG, si c'est une activité qui concerne des leaders religieux, souvent ce sont ces animateurs même du projet qui se déguisent en imams. Voilà le grand problème. Ils vont sur le terrain, ils vont miner le terrain, ils vont malaxer les versets coraniques et finalement tout est foutu. C'est après avoir miné le terrain qu'on dit aux leaders religieux de venir. Et c'est la même chose pour l'élaboration des lois. Parce que nous, à l'intérieur, on a combattu ça. Heureusement, maintenant, ça commence à changer parce que je viens d'Ottawa. Ce n'est pas un imam de Niamey. C'est un imam qui vient d'Ottawa. On a combattu ça parce que dans le temps, qu'est-ce qu'on dit? Non, ils ont été payés. Ils ont été payés et c'est à huis clos on fait l'activité. C'est après avoir fini. Souvent, ce n'est même pas eux, ces leaders religieux qui nous disent, c'est en cours de route qu'on entend. Et il y a des gens qui essaient de nous traduire autrement. Voilà ce que la loi veut dire. Moi, je n'ai pas étudié la magistrature. Je ne peux pas l'interpréter. Mais quand on me dit voilà ce qu'on dit, d'accord. Je monte, je dis aux gens attention, refusez. Mais c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Donc il faut une pleine implication des leaders religieux de la base. C'est très important ce que Mohamed a dit de la base. Ce n'est pas seulement au niveau de la capitale qu'il faut prendre quelques imams, il faut aller en bas. Commencer par les villages, commencer par les départements, les communes, monter en haut à la région, ensuite monter jusqu'à Niamey, vous allez voir aucun bruit ne va se passer. Mais malheureusement, si ce n'est pas tel, c'est toujours bruit. Merci. Merci, Imam. Merci à nos panélistes. Le sujet est très passionnant, mais il est 14h moins. Et je voudrais m'excuser auprès de ceux et celles qui étaient encore sur la liste. Nous allons devoir suspendre, terminer ce panel. Et je voudrais juste terminer en disant qu'il y a des idées très lumineuses qui sont sorties, des discussions très enrichies, comme ce que l'imam vient de dire, que la question de l'autonomisation, l'égalité femmes-hommes, ça se discute à tous les niveaux. Au niveau international, à travers tous les cadres qui ont été, les conventions qui ont été signées, au niveau pays, avec toutes les lois, les politiques nationales qui sont élaborées, mais qu'il reste à faire appliquer. Et c'est là que se trouve tout le défi. Et comme ils l'ont dit, il faut aller jusqu'au niveau de la base, au niveau des communautés, pour que ces lois soient vulgarisées, connues. Et ça, c'est un défi permanent, parce que quand on dit la jeunesse, c'est une dynamique. Donc, il faut constamment communiquer sur ces lois qui nous régissent tous pour que ce soit appliqué. Il y a des recommandations qui sont sorties, un forum. Madame a parlé du pluralisme juridique. C'est une notion que j'apprends aujourd'hui, mais qui est très importante parce que nous cohabitons avec plusieurs cadres juridiques, de lois, de systèmes, où il faut amener à une sorte de passerelle entre ces différents modes juridiques pour que ça fonctionne, parce que les communautés suivent en fonction de cela. Et enfin, nous avons la recommandation qu'il faut travailler à vulgariser les lois, il faut travailler avec les structures au niveau communautaire, il faut élaborer un code de la famille et il faut un manuel pour la prise en charge des violences sexistes. C'est autant d'idées, de recommandations qui sortent et que sur lesquelles certainement les discussions, les réflexions vont se poursuivre. Je voudrais remercier sincèrement tous nos panélistes pour les contributions,
Merci à vous toutes et tous pour vos contributions, vos réflexions sur cette thématique. Et je voudrais, sur ce mot, clôturer ce panel et inviter Madame la directrice et Monsieur le directeur pour la clôture de la table ronde. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. Merci à tous. Monsieur le directeur de la planification familiale au ministère de la Santé du Niger, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères de la Jeunesse, ministère de la Promotion de la Femme, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, les différentes organisations ici présentes, des partenaires de mise en œuvre, déjà c'est de pouvoir remercier très chaleureusement tous nos panélistes pour tous les échanges justement auxquels ils ont pu contribuer. Je pense que les réflexions ont été riches en informations. Dans le contexte, toujours, je pense que c'est très important de pouvoir toujours cadrer les conversations dans le contexte local et le contexte régional. Comme je dis, le Forum Génération Égalité, oui, mais c'est différent d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Et même dans notre zone CEDEAO, du Sénégal au Niger, il y a des disparités, du Mali à la Côte d'Ivoire, il y a aussi des différentes façons de voir. Donc le but, c'est aussi de pouvoir respecter les valeurs et les cadres de tout un chacun. Alors, nous avons entendu, et je pense qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont ressorties des échanges, dans le vide juridique justement qui existe au Niger, mais pas que, pour encadrer justement la protection sociale des femmes et des jeunes filles. Les mauvaises représentations et interprétations des textes religieux, la différenciation qu'il y a à faire entre la tradition et la religion. On a aussi entendu parler du fait qu'il n'y avait pas de code de famille au Niger. La loi sur l'âge au mariage qui revient très souvent. On a eu à faire ce plaidoyer-là, je me souviens, en 2019, lors de la caravane des bailleurs. Je pense que ça avance. Il y a eu à la place donc un décret pour le maintien de la jeune fille au milieu scolaire, mais c'est vrai qu'il faut continuer à pousser le plaidoyer. Et j'ai beaucoup apprécié également l'intervention de IKD, je pense, de CARE sur le leadership féminin. Voilà, donc je pense qu'une autre note très importante qui a été soulignée par Madame Traoré Salamatou, c'est l'importance du transfert générationnel. On l'a aussi beaucoup entendu dans l'intervention du professeur Ndjoronjai, du fait de pouvoir passer le bâton à une nouvelle génération de femmes leaders. Ce que je retiens aussi, qui est peut-être un peu décourageant, mais qui je pense qu'on pourra améliorer, c'est le fait que les combats d'hier, et je pense que c'est ce qu'on retient aussi pour la nouvelle génération de femmes engagées et féministes, les combats d'hier restent les combats d'aujourd'hui. J'ai entendu beaucoup de ces thématiques qui avaient déjà été abordées à Pékin, qui sont encore abordées en 2021. Voilà, donc c'est de vraiment pouvoir faire en sorte que dans 10 ans, dans 20 ans, qu'on ait pu dépasser certaines thématiques par rapport au cadre juridique, par rapport au texte, par rapport aux lois et au leadership féminin. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se décourager. Il y a beaucoup d'avancées au Niger et dans les autres pays du PO, mais effectivement, nous sommes loin du compte. Donc, pour ce qui est des lois, effectivement, et des textes, ça c'est l'affaire des politiques. Mais je pense que l'État ne fait pas tout. C'est l'intervention du docteur Harou, effectivement, et ça c'est dans tous les pays. L'État ne peut pas tout faire. Et donc il revient à la société civile, justement, de pouvoir combler certains de ces manquements-là. Et donc j'applaudis vraiment les différentes initiatives dont j'ai entendu parler quand il y a justement des violences basées sur le genre, sur des jeunes filles, que la société civile puisse intervenir pour apporter un cadre de protection justement à ces jeunes filles et ces jeunes femmes. Et j'ai apprécié effectivement aussi particulièrement l'intervention de l'imam qui apparemment on lui a même demandé de réguler la polygamie. Bon, donc là c'était un peu plus compliqué. Donc j'apprécie énormément et je pense que c'est le cas pour non seulement le partenariat de Ouagadougou, et on a essayé de relayer en ligne aussi les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui, et j'en arrive presque à souhaiter qu'on ait pu avoir ces mêmes forats dans les 8 autres pays du PO, mais je pense que le choix du Niger était le plus opportun et le plus urgent.
Donc on remercie encore une fois donc, les panélistes, leurs contributions, et on espère vraiment que ces échanges permettront de remettre au devant de la scène les enjeux liés au genre, le rôle de la société civile, le rôle de l'État, le rôle des jeunes et des leaders religieux. Je remercie également donc, les autorités nigériennes, le ministère de la Santé, mais également les autres ministères qui ont répondu présents. Le ministère de la promotion de la femme et de la jeunesse et des sports, et toutes les instances de décision politique au Niger. Ce ne sont jamais des thématiques qui sont faciles à aborder, et ça c'est dans tous les pays. Il y a des vagues de conservatisme, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau des États-Unis, je pense qu'on a vu avec les administrations précédentes, et en Europe également. Donc ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'honnêteté et de bienveillance, et je pense que c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans la salle, et vous en êtes chaleureusement remerciés. Voilà. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au partenariat de Ouagadougou, qui est le vôtre de toute façon, et on espère vraiment pouvoir diffuser justement les recommandations qui ont été faites lors de cette table ronde. Et je pense que c'est un exemple justement de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé ici pour les autres pays du PO, et voir comment on pourra les répliquer, ces échanges-là, plus tard, et essayer de faire avancer la question des droits et de la condition féminine. Voilà. Merci beaucoup. Madame la directrice du l'ICPO, messieurs les cadres centraux des autres ministères sectoriels, messieurs de la société civile, voyez, les jeunes, les religieux sont là, les femmes sont là, tout le monde est là parce que la thématique était importante. Il fallait tenir cette table ronde. Merci à Mariba d'avoir choisi le Niger pour abriter cette table ronde. Eh bien, des questions très importantes ont été soulevées. La question de l'éducation, nous savons que c'est une question centrale. Du reste, les plus hautes autorités ont fait de ça une priorité. Et nous savons très bien que quand, je l'ai dit, je vais peut-être répéter, quand ça ne marche pas, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est autonomie, etc., va recevoir forcément un coup. Tout ce qui est autre secteur d'ailleurs du développement vont recevoir des coûts. Alors c'est extrêmement important de faire une sorte d'union sacrée autour de l'éducation pour sauver notre pays. Parce que si on doit se développer, c'est à travers l'éducation. C'est extrêmement important. Alors, d'autres questions ont été soulevées et elles sont extrêmement importantes. C'est aussi notre réalité. Nous avons parlé de pesanteur sociale ou socio-culturelle, j'allais dire, ou même souvent sociétal. C'est extrêmement important, nous connaissons les défis. Et ici, pour nous, en tout cas, le défi extrême, c'est un défi de communication. Il y a un défi de communication parce qu'il faut adapter les messages qui portent en fonction de la cible. Parce que beaucoup de choses ont été faites en termes de communication, mais il y a encore des couacs à ce niveau. Alors, nos communicateurs ont vraiment du pain sur la planche, et nous sommes obligés de passer par ce que j'ai appelé segmentation pour adapter nos messages, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des hommes, pour vraiment changer, comme on l'a dit, nos comportements. L'autre chose qui a été discutée aussi, c'est les questions de droit, que ce soit le droit écrit, que ce soit le droit coutumier. C'est extrêmement important parce que quand on respecte les droits humains, en réalité, on fait tomber tous les autres obstacles, qu'ils soient d'ailleurs sanitaires, culturels, etc., parce que tout est écrit. C'est le respect qui cause problème en général. Et il serait difficile aussi de respecter quelque chose peut-être qu'on n'a jamais appris. On fait des lois, c'est ce que j'ai dit, on fait des lois, des textes, etc., mais qui ne sont pas allés jusqu'à la base, jusqu'au niveau communautaire pour qu'elles soient connues et pour qu'elles soient défendues. C'est extrêmement important pour la société civile, je le répète encore une fois, de jouer son véritable rôle de veille. L'État fait des efforts, ce n'est pas suffisant, mais il faudrait l'accompagner, et l'accompagner, c'est aussi clarifier les engagements que l'État a pris à tous les niveaux du système, et surtout suivre
pour véritablement voir est-ce qu'on est en train d'aller vers le respect de ses engagements. Et ce faisant, l'État même va se sentir un peu plus redevable de plus en plus et il va s'amender, en tout cas pour certaines des questions qui sont extrêmement importantes pour notre communauté. Alors, j'ai vu vraiment des engagements ça et là, en tout cas des productions intéressantes et des idées intéressantes sont sorties de cette table ronde. Nous félicitons en tout cas tous les panélistes qui ont été très brillants, qui ont en tout cas maîtrisé leur sujet comme on dit, et ça va nous aider, en tout cas ça va aider le gouvernement à changer le fusil d'épaule comme on dit, parce que, et surtout lorsque la société civile va veiller. Changer le fusil d'épaule, ça veut dire s'amender justement dans la politique publique du gouvernement, pour en tenir compte des questions sensibles au genre, des questions en tout cas sensibles à la jeunesse, surtout en termes dans les questions budgétaires, pour tenir compte justement de cette budgétisation, de ces budgets qu'on élabore en tenant compte du genre. Lorsqu'on tient compte du genre, nous sommes d'accord que nous pouvons aller que vers le progrès, parce que de toute façon, les femmes sont déterminantes dans la production. Quand on vient au niveau rural, on sait le poids que la femme apporte dans la production. Mais si elle n'est pas encadrée, et qui va l'encadrer, c'est la société civile. Si elle ne l'est pas, eh bien, tous ces efforts fournis par ces vaillantes femmes vont être finalement anéantis, parce qu'il y a des pesanteurs qui les freinent aussi quelque part. Donc, aidons ces femmes rurales. Mesdames et messieurs, vraiment, Marie a tout dit. Hein, je ne vais pas le répéter, elle a tout dit. Et je pense que nous avons tous compris. Et chaque partie prenante, j'invite chaque partie prenante à jouer sa partition pour qu'ensemble, nous puissions arriver finalement à ce que tout le monde aspire, tous les gouvernements, tous les pays aspirent à leur peuple, c'est-à-dire le développement et le bien-être. Je vous remercie. Ok, oui, excusez-moi. Alors je déclare close cette table ronde qui a été très, très, très intéressante. Merci. Je souhaite un bon retour à tous ceux qui ont fait le déplacement de loin, même ceux qui sont de Niamey, qui sont venus de Dakar, Mauritanie, Togo, etc. Guinée, merci encore une fois. Ceux qui sont venus de l'intérieur, les membres de Tawa, avec la route qu'on connaît mauvaise, je vous souhaite en tout cas un bon retour à chacun dans son foyer. Merci.